Bon, ben, à partir de maintenant, les gens vont commencer à entrer dans la salle virtuelle. On dirait qu'on est de retour dans la pandémie, mais personne ne se souhaite ça à nouveau. Fait que, entrez doucement. On va commencer bientôt ce premier webinaire donc, de la semaine québécoise des familles en collaboration, créé en collaboration avec le Réseau pour un Québec famille. Puis, juste si vous ne le savez pas, quand même, je vous indique qu'il va y avoir 4 webinaires cette semaine sur 4 thèmes différents qui sont des différents focus donc de la semaine québécoise pour les familles. Le premier aujourd'hui, on va parler de proche aidance. Et je tiens à vous dire, dans ce webinaire, là, je vais vous présenter nos intervenants. Ils sont là, ils sont patients, ils nous attendent. Mais il va y avoir vous allez être on attend plus qu'une centaine de personnes au total qui vont venir nous rejoindre. Il y a là-dedans des gens du public. Il y a là-dedans des gens aussi qui sont sur le terrain, des intervenants d'autres organismes, d'autres fondations, ce qui fait en sorte que mes collaborateurs, les experts en la matière, vont parfois utiliser un langage qui pourrait paraître, pour certaines techniques, si par exemple vous êtes quelqu'un qui est un proche aidant puis que vous ne connaissez pas nécessairement tous les petits termes, je tiens à vous dire qu'il y a un chat que vous pouvez ouvrir dans Zoom. Si vous allez complètement en bas, il y a une barre qui va relever. Et si vous ouvrez le chat, moi, je vais le lire en tout temps. Donc là, Basma vient de dire bonjour. Bonjour, Basma. Fait que vous pouvez poser des questions, vous pouvez préciser des termes si c'est nécessaire pour vous. Moi, c'est pas par manque d'intérêt, là. Souvent, je vais aller regarder un peu le côté de mon appareil parce que je vais vous lire donc sur le chat. J'ai aussi des notes prises dans mon téléphone. Fait que je suis là pour alimenter cette discussion-là, mais surtout pour vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Je pense que c'est un enjeu dont on parle de plus en plus, on ne se mentira pas, mais quand même qui alimente beaucoup la vie des gens qui y touchent de près ou de loin, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de questions, fait qu'on va essayer de maximiser notre temps. Donc là-dessus, là, on est 57 participants, fait qu'on va commencer officiellement. Je tiens à vous dire que si vous vous y joignez un petit peu plus tard ou vous devez quitter un petit peu plus tôt, tout ça est enregistré puis sera disponible par la suite. Donc, fait que vous ne manquerez pas une seconde si c'est votre souhait. Alors, donc, je le disais, on parle aujourd'hui des ressources pour les proches aidants. Être proche aidant, oui, c'est un rôle qui est absolument essentiel, mais c'est très souvent très exigeant. On entend beaucoup de témoignages genre, de gens qui sont proches aidants puis qui vivent beaucoup de difficultés, de beaux moments très joyeux, mais beaucoup d'embûches aussi. Puis les responsabilités, ça s'accumule. Des fois, ça peut être difficile à gérer. Puis j'ai l'impression qu'il y a une multitude de ressources qui existent pour pouvoir nous aider, mais c'est pas vrai qu'on connaît toutes ces ressources-là. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le but, c'est justement d'avoir 3 ressources, des gens qui sont auprès de nous puis qui vont pouvoir nous aiguiller un peu sur ce qu'on peut faire quand on est proche aidant puis qu'on a besoin d'aide ou encore qu'on veut aider quelqu'un auprès de nous. Donc, 3 membres du Réseau pour un Québec famille qui sont réunis pour présenter leurs services et leurs outils concrets. Je vais vous les présenter. Donc, CAP Santé mentale, on a René Cloutier. Bonjour, René. Salut Valérie. Donc, CAP Santé mentale, vous accompagnez les proches des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Je vais vous laisser tantôt, René, nous parler comme plus précisément de la mission de l'organisme. Je vais présenter avant nos autres intervenants. Donc, appui pour les proches aidants. On offre des services personnalisés et un accompagnement aussi, bien évidemment, ici au Québec. Proches Aidance Québec, Dorothée Gamache, bonjour. Bonjour. Et ensuite, appui pour les proches aidants, c'est Guillaume. Allô? C'est ça, tu... J'ai mélangé, c'est ça. J'étais trop rapide dans mes notes. Donc, Dorothée, donc, de Proches aidants Québec, vous défendez les droits et les intérêts des proches aidants en favorisant les liens sociaux. Et Guillaume qui est là donc pour appui pour les proches aidants. Alors voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais vous inviter, vous comprendrez donc qu'on a 1 heure ensemble. À tout moment, ceux qui participent au webinaire, vous pouvez nous écrire des questions dans le chat. Si je peux les poser en direct, je le fais. Sinon, je les prends en note. Et à la fin, donc, on réserve un bloc de 10 minutes là, pour les questions. Fait que je vais vous demander peut-être tour à tour de présenter votre association, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait savoir précisément dans quel domaine vous œuvrez. René, je commencerai par toi. Oui, ben, CAP Santé mentale, au long, ça s'appelle la Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec. Donc, ça dit ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe 53 associations qui sont réparties dans toutes les régions du Québec et qui offrent du soutien aux proches spécifiquement en santé mentale.
Génial. Et Dorothée, donc, chez Proche Aidance Québec. Bien, Proche Aidance Québec, on est un regroupement, dans le fond, d'organismes communautaires qui, eux, offrent des services aux personnes proches aidantes à l'échelle du Québec. Donc, à ce jour, on compte environ 146 organismes membres là, partie du regroupement. Et on a un volet de services aux membres, bien sûr, parce qu'ils sont le cœur de notre regroupement, et un volet de défense de droits des personnes proches aidantes et de nos organismes membres, et un volet de sensibilisation là, à la réalité des personnes proches aidantes. Et Guillaume, donc, chez l'Appui pour les proches aidants. Rapidement, l'appui, ben, on soutient le développement de services de répit, le système psychosocial d'information. On vient tout juste d'annoncer là, le financement pour cette année 25-26, 25 millions à des organisations partout à travers le Québec. On a un service info aidant qui est une ligne d'écoute, de soutien et de référence vers les services, justement, parce qu'effectivement, on en parlera, les gens ne les connaissent pas assez. Exact. Et ben, on a aussi des ressources à travers le Québec qui travaillent à la concertation, on travaille avec les organisations pour l'amélioration des services, de l'accès aux services. Puis on est actif aussi dans la sensibilisation à la proche aidance, aux enjeux, la promotion des services, donc plusieurs campagnes aussi où on s'inscrit avec d'autres partenaires. OK. Le premier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est un sujet parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui se trouve à être proche aidant qui sait qu'il est proche aidant. On dirait qu'on a beaucoup autour de nous, la population est vieillissante, mais plein de situations familiales, voire même amicales, qui font en sorte qu'on vient en aide à quelqu'un, mais on n'est pas nécessairement capable de s'autonommer proche aidant. Je voudrais savoir, pour commencer, la définition d'un proche aidant. C'est quoi? Je pourrais commencer par René. Pardon, ça a coupé ici. Ah, pardon, René, on pourrait commencer par toi. OK, Donc, c'est oui, quoi OK, une personne d'accord. proche aidante? Oui, en fait, les personnes, puis je pense que ce n'est pas juste en santé mentale, mais d'abord, vont s'identifier comme je suis le papa, le maman de quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis même la notion d'aide, hein, souvent les gens voient ça comme étant naturel quand c'est dans la famille. Donc, je suis l'enfant de quelqu'un qui a un trouble de santé mentale et peut-être le frère, la sœur, etc., un ami. Donc, les gens ne s'identifient pas comme proche aidant comme tel. Hein. C'est plus comme ça fait partie d'un rôle parfois considéré comme naturel, tout ça, même si ça ne l'est pas toujours. Euh, donc, c'est comme une identification qui est un peu plus formelle, donnée souvent par des intervenants, hein, mais d'emblée, c'est ça. Les proches ne s'identifient pas nécessairement comme des proches aidants. Ça n'empêche pas qu'ils jouent un rôle extrêmement important, notamment en santé mentale. Euh, les gens associent souvent l'aidance comme prendre soin de quelqu'un, alors qu'en santé mentale, on est plus dans une approche d'accompagnement, même si ça arrive parfois hein, qu'on apporte des soins dans des situations de crise, par exemple, quand la personne a des difficultés à s'auto-alimenter, bon, au niveau de l'hygiène, etc. Mais c'est ça. Donc, c'est une notion qu'on se donne, mais qui ne vient pas de, je dirais, Oui. des personnes elles-mêmes. Oui, puis Dorothée, pourquoi est-ce que c'est si flou, l'approche aidance? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de s'auto-donner ce titre, puis d'auto aller chercher des ressources? On dirait qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui nous dise hey, je pense que tu es épuisé, je pense que ton rôle de proche aidant. Quoi? Je suis proche aidant? On dirait que pourquoi c'est flou? Je comprends pas. Oui, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une loi là, qui est là depuis plusieurs années, là, qui vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes. Puis il y a une définition qui est arrivée avec cette loi-là. Puis je pense que depuis ce moment-là, ça a amené une ouverture là, sur les différentes situations de proche aidance, puis aussi sur la vision que la société a d'une personne proche aidante. Parce que, comme René l'a si bien dit, on voit ça comme naturel, on voit ça comme normal, mais c'est pas nécessairement toujours ça. Puis maintenant, la définition de la proche aidance, ben, ça fait pas juste référence à un membre de la famille, là. Ça peut être un voisin, un ami. Euh, puis dans une situation de proche aidance, ben, quand c'est la personne, par exemple, moi qui soutiens mon ami, mon voisin, ben, ce rôle-là, il peut être moins reconnu au niveau de la société parce que puis ça peut être encore plus difficile de s'auto-reconnaître parce que je suis pas un membre de la famille.
Donc, c'est comme moins visible, hein, parce que la proche aidance, c'est souvent invisible. Là. C'est comme si Puis c'est moins évident d'aider oui, un voisin. Puis, tu sais, effectivement. Guillaume, je t'ai vu lever la main. Ben, juste en complément, je suis d'accord avec les collègues. Puis, tu sais, si je fais le parallèle avec être parent, il n'y a personne qui a besoin de nous dire qu'on est parent quand on devient parent, qu'on adopte, quand il y a une naissance. La prochaine aidance, c'est qu'il y a une relation qui précède avant, qui existe avant. On est la fille, le frère et tout ça, ou un ami, un voisin. Et je dirais que c'est encore plus vrai, probablement, nous, on le voit avec l'élargissement de notre mission auprès des parents qui ont du mal à se reconnaître. Ça prend du temps avant de se reconnaître prochain aidant parce que dans la petite enfance, tu sais, de un, les diagnostics ne sont pas là, mais ça se confond avec le rôle de parentalité. C'est peut-être plus tard que là, il y a d'autres besoins où là, ça nous frappe un peu plus. Mais même chez des proches aidants qui donnent plus de 20 heures de soutien, de soins, ils ne se reconnaissent pas. Tu sais. Puis en même temps, c'est correct parce que le but, ce n'est pas de mettre une étiquette non plus. Puis il y en a qui ne le veulent pas, ce rôle-là, parce qu'ils sentent que ça vient avec d'autres choses. C'est sûr que la définition dont Dorothée parle, elle est très, très large. Elle a été voulue inclusive. Maintenant, des fois, puis c'est correct d'inclure tout le monde parce qu'on veut agir en prévention aussi, même ceux qui ont un nombre d'heures ou une intensité de soutien qui peut être moindre ou qui ne sont pas le proche aidant principal, mais qui sont plutôt autour. Fait que c'est correct d'y aller beaucoup. En même temps, moi, ça me préoccupe aussi. L'étiquette, c'est pour ça que des fois que c'est pas important pour moi parce que on veut une société bienveillante aussi. Là. Fait que, il y a des gestes qui s'apparentent à à la proche aidance, mais ça fait partie aussi d'un certain, en tout cas, à mon sens, d'une certaine implication familiale, sociétale qu'on devrait avoir. Oui, mais tu sais, peut-être que de par le fait que justement, on s'auto-donne pas cette étiquette-là de proche aidant, des fois, on a moins tendance à se dire, hey, ces temps-ci, je suis vraiment fatiguée. Pourquoi est-ce que je suis autant fatiguée? Ah, ben c'est peut-être parce que je donne 15 heures de ma semaine à mon voisin qui a besoin d'aide ou peut-être, on dirait que dans des situations comme celle-ci, puisqu'on n'a pas nécessairement l'étiquette, bien, on n'a pas le réflexe d'aller chercher de C'est l'aide non plus. Puis pourtant, tu sais, il faudrait qu'on l'ait, non? c'est exactement ça, le piège ou le risque. Nous, on veut travailler à la reconnaissance, l'auto-reconnaissance des proches aidants, pas parce qu'on veut mettre une étiquette, parce qu'on veut que quand on C'est fait ça. des campagnes de sensibilisation ou quand on fait la promotion du service, que ça résonne aussi. Et c'est pour ça que les différentes tactiques, là, nous, on essaie d'imager. Vous prenez soin d'une personne aînée, vous aidez quelqu'un, parce que de dire vous êtes proche aidant, ça me jamais passé par la tête, ça ne me rejoindra pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut y aller par déviation un peu. Oui, exact. René, je t'ai vu lever la main. Oui, puis je dirais en santé mentale, il y a quelque chose de particulier, hein. Il y a beaucoup de stigmatisation, hein, par rapport à la maladie mentale. Donc, le fait de révéler que je suis proche aidant de quelqu'un, ça en même temps révéler que la personne a un trouble de santé mentale. Donc, il y a une espèce de réticence, hein, à ce que ça se sache que j'aide Oui, quelqu'un qui a un trouble de santé mentale. Donc, ça s'ajoute, je dirais, en santé mentale. oui, oui. Oui, oui. Puis je présume aussi que quand, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont célibataires, qui cherchent à trouver l'amour. C'est sûr que ça devient moins facile de rencontrer, peut-être si on sait qu'on a quelqu'un à notre charge, puisqu'on porte l'étiquette de proche aidant, tandis que d'aider quelqu'un autour de soi, parfois, c'est moins impliquant. On parle évidemment de ressources aujourd'hui, d'organismes, puis de ce que vous faites pour aider les personnes qui sont proches aidantes. Vous êtes présenté rapidement au niveau de votre organisme, mais j'aimerais savoir concrètement qu'est-ce que vous faites pour quelqu'un qui nous écoute, qui a besoin d'aide ou qui va se faire envoyer ce webinaire-là par message en se disant peut-être que ce serait le temps que tu ailles consulter ou que tu puisses aller chercher de l'aide. Dorothée, j'aimerais que tu nous dises concrètement qu'est-ce que vous faites chez Proche Aidance Québec. Donc, ben, nous, concrètement, dans le fond, c'est nos organismes membres, nos 146 organismes membres là, qui, eux, offrent du soutien aux personnes proches aidantes à l'échelle du Québec. Puis, c'est ça, ils ont une grande expertise terrain là, qui leur permet vraiment de s'adapter selon les différentes régions où l'organisme se trouve pour répondre aux besoins des personnes proches aidantes là, selon l'écosystème dont ils font partie.
Puis ici, je donne des exemples là, de services que Oui. les organismes membres là, communautaires peuvent offrir. Tu sais, on parle vraiment de soutien psychosocial, que ça soit individuel ou dans un contexte de groupe de soutien, de l'aide aux activités quotidiennes, un accompagnement pour toutes les démarches administratives qui sont parfois très complexes, des ateliers, des formations, des conférences plus pratiques, plus théoriques, mieux comprendre. Euh, Puis tout ce qui touche également à l'offre de répit, bien sûr. Donc, tout le répit à domicile aussi, des répits en centre d'activité de jour, tout dépendant des besoins des personnes aidées. Puis des activités aussi pour briser l'isolement des personnes proches aidantes, là, qui va vraiment leur permettre là, d'aller créer un réseau avec d'autres personnes proches aidantes du même organisme. Euh, Puis, tout ce qui est documentation, outils. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que dans plusieurs organisations, tu sais, les services de répit qui sont offerts, ça va permettre de libérer du temps à la personne proche aidante, puis d'avoir accès peut-être à du service psychosocial qui est offert au sein du même organisme. Donc là, on parle vraiment d'une belle boucle là, qui fait que ça permet à la personne proche aidante d'aller chercher là, du soutien psychosocial qui est parfois très difficile de trouver avec le temps qu'elle a, là. Oui. Fait que dans le fond, on peut venir à vous pour être capable d'avoir des ressources justement concrètement dans sa Oui, région. Tu sais. oui, Exemple, exactement. chez l'appui, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, je commencerai par Info Aidant, ce qu'on tape, c'est une ligne d'écoute, je le disais tantôt, référence, soutien. On a le répertoire de services aussi sur notre site où il y a plus de 1200 organismes directement liés à la prochaine aidance, les ressources de répit dont Dorothée parlait, de soutien psychosocial, mais ça peut être aussi des popotes, du transport adapté et tout ça. Si j'avais un conseil à donner, si quelqu'un veut donner une référence, c'est effectivement Info Aidant, mais ça peut être directement avec une association, si on en connaît une, évidemment, mais à défaut de connaître, c'est vraiment là. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que souvent les personnes ne savent même pas ce qu'ils ont besoin, tu sais, puis ils ne savent pas quoi Ça? chercher parce qu'ils ne savent même pas ce qui existe. Ils vont appeler souvent, malheureusement, dans une situation d'épuisement, ils savent qu'ils n'en peuvent plus, il faut que ça change et tout ça, ou ils s'inquiètent et tout et tout. Fait que déjà, juste d'appeler pour raconter sa situation, avoir des professionnels qui vont aider, qui vont comprendre d'une part, qui vont aller pousser un peu, qui sont formés pour identifier le besoin. Donc, ça va permettre de préciser un petit peu, parce que le parcours est tellement différent. Tu sais, il n'y a pas deux parcours pareils, il n'y a pas une personne qui a le même réseau de soutien non plus. Ça dépend de la région. Fait que juste de pouvoir en discuter et identifier ce qui peut être fait. Beaucoup, ça va être juste des questions fiscales, administratives et tout, dépendamment. Tu sais, on peut avoir fait déjà des recherches et tout ça, être proactif, avoir vu, mais d'avoir de l'aide de professionnels, ça va certainement aider. Et j'allais dire, j'ai perdu mon idée, donc je laisserai René y revenir. Ah oui, j'allais juste dire que ça prend, la littérature montre que ça prend une panoplie de services, c'est-à-dire et de l'information, et de l'acquisition de connaissances, et des moments de répit. C'est tout ça mis ensemble qui fait une réelle différence. C'est sûr que les proches aidants, souvent, vont chercher beaucoup, beaucoup d'affaires pour améliorer, en fait, de l'aide et du soutien pour la personne qui prenne soin. Puis c'est normal, tu sais. C'est là, c'est là-dessus que leur focus est. Ils sont avec une personne en situation de vulnérabilité et tout ça. Donc, la recherche pour eux, pour elles, ça vient souvent en second ordre, mais c'est là que c'est important d'aller en chercher parce que être informé, être préparé, savoir un peu ce qui s'en vient, ça fait une énorme différence. Ça Ça change fait tout, pas c'est sûr tout. et certain. Oui, oui. Au moins, on sait un peu mieux à quoi Ah s'attendre. oui. Il y a Claire aussi sur le chat qui dit j'aimerais que vous passiez à du plus concret. Mais Claire, si tu veux nous dire concrètement qu'est-ce que tu veux, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le concret, mais si tu veux nous dire qu'est-ce que tu veux plus concrètement, n'hésite pas à le faire via le chat, comme ça je vais pouvoir poser des questions. Donc, René, chez Cap Santé Mentale, quelqu'un vient vers vous, qu'est-ce qu'il a comme ressource, comme aide? Oui, puis je commencerai en faisant du pouce sur ce qui est important que Guillaume a dit, c'est que les Oui. gens viennent chercher des outils pour savoir comment être meilleur prochain aidant, hein, alors que ces gens-là s'oublient. Donc, la première chose qu'on fait dans les associations membres de Cap Santé Mentale, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a aussi des besoins. Elle a besoin de répit, elle a besoin d'être informée, d'être rassurée, d'être soutenue. Donc, les associations, c'est dans le même sens que ce que Dorothée décrivait. Donc, dans une approche psychoéducative, hein, ça veut dire ça veut dire on va soutenir la personne dans ce qu'elle vit, mais on va aussi
avoir le volet éducatif qui est l'outiller. Donc, donner des formations, comment prévenir, apaiser des situations de crise, par exemple, comment intervenir avec des problématiques connexes, des troubles associés à la santé mentale, comme la dépendance, etc. Puis, ce qui est important aussi dans le communautaire, c'est de mettre en évidence la force de l'entraide, hein, par des pairs, par des gens qui ont vécu la même chose. Donc, par des groupes, comme Dorothée disait. Ça peut être aussi par des pères aidants familles qui ont été formés sur comment partager leur vécu. Donc, le milieu communautaire permet d'avoir une approche très adaptée, très personnalisée, puis offrir le bon service selon ce que la personne a besoin de recevoir comme soutien ou comme information, formation, etc. Oui. Guillaume le disait bien tantôt, j'ai le sentiment que la personne proche aidante qui va demander de l'aide, c'est souvent parce qu'elle est au bout de son rouleau, tu sais. C'est rare qu'elle va commencer à aider quelqu'un puis se dire, oh, dès le départ, je vais aller me renseigner sur comment je peux faire pour avoir de l'aide. Mais imaginons que quelqu'un aujourd'hui saisit qu'il va avoir besoin d'aide, soit dans le futur ou soit dans l'immédiat. C'est quoi le point de départ? Comment on fait pour se dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, je vais où, je fais quoi, comment est-ce que je gère ça? Dorothée, je te poserai la question. Ben, je pense que René l'a très bien dit au niveau du milieu communautaire, tu sais, c'est vraiment, ils sont ancrés dans la communauté. Donc, Oui. tu sais, je pense vraiment fortement que les organismes communautaires, c'est le meilleur point de départ pour obtenir de l'aide pour les personnes proches aidantes. Parce que souvent, ils sont dans une région spécifique, fait qu'ils connaissent tous les services liés à cette région-là, les CLSC, les différents organismes qui offrent peut-être d'autres services elle aurait besoin, que la personne aurait besoin que l'organisme n'offre pas. Donc, c'est un bon point de départ pour créer un réseau, un filet de sécurité autour de la personne proche aidante. Euh, Puis, c'est sûr que tous les acteurs de la proche aidance dans l'écosystème ont le même objectif commun, c'est de soutenir la personne proche aidante et la personne aidée avec des services complémentaires, que si les services viennent du réseau, de la santé ou du milieu communautaire. Donc, je pense que si on arrive à s'arrimer euh, les différents services pour être complémentaires, puis bien connaître aussi l'offre de services de chaque endroit, ça va permettre d'aller bien outiller puis aiguiller les personnes proches aidantes qui ont besoin de soutien là, dès le début. Oui. Guillaume, selon toi, c'est quoi le point de départ de toute cette aventure? D'accord avec Dorothée, mais je vais aller ailleurs un peu. Déjà, Oui. le point de départ, c'est de s'avouer et d'accepter soi-même qu'on a besoin d'aide, qu'on pourrait avoir de l'aide. Et Oui. je dis soi-même, puis des fois, c'est fait. Puis là, je donne des exemples, sachant que je ne peux pas généraliser à toutes les situations de tout le monde, là. Mais il y a beaucoup de proches aidants qui savent qu'ils auraient besoin d'aide, mais qui ne vont pas en chercher pour différentes raisons contraintes. D'un, par exemple, la personne qu'on aide. D'avoir de l'aide à domicile, c'est pas juste de se convaincre de faire venir des gens aussi. Il y a des fois une personne qui veut rien savoir non plus d'avoir de l'aide et quelqu'un qui vienne au domicile chez soi et tout et tout. Donc ça fait partie des discussions qui ne sont pas toujours évidentes, mais à un moment donné, qui doivent être faites aussi ou voire imposées. Puis c'est là que des services offerts dans les associations ou Info Aidant ou ailleurs, comment aborder ce genre de questions-là, de situations-là, d'aller chercher des trucs parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui passe par là. Outre le réseau communautaire, il y a des personnes essentielles à qui en parler d'un. C'est pas tout le monde, je le disais tantôt, qui a les mêmes réseaux familiales, sociaux, mais de le dire aux membres de la famille. Il y a souvent un proche aidant, une personne, souvent une femme, qui prend soin, qui a le rôle de proche aidant principal. Et avec le temps, avec les années et tout ça, il y a beaucoup d'isolement aussi. On a l'impression qu'on est lourd pour les autres parce qu'on assume. Mais tu sais, je veux dire, il y a des frères, des sœurs qui sont là aussi, qui sont peut-être dans d'autres régions, dans d'autres sites, mais eux autres aussi peuvent aider sur d'autres points. L'administratif, le fiscal, il y a des amis qui peuvent nous aider pour certains repas, des sorties, venir s'occuper pendant une demi-heure, nous permettre d'avoir du souffle un peu. Fait que ça en est aussi parmi le réseau. Et je dirais les professionnels de la santé. Quand on rencontre les gens de la santé, la travailleuse sociale et tout, il n'y a pas juste les services pour l'aider à domicile qu'il faut nommer. Il faut nommer aussi son besoin plus fortement. Je ne suis pas en train de dire que tout est toujours tout entendu et que ça roule bien, mais tant qu'on ne le nomme pas, haut et fort,
on monte moins vite dans l'échelle des priorités et dans les grilles d'évaluation. Très bon point. Et René, Ouais, tu sais, en santé mentale, y a-tu un point de départ? Comment ça marche? ouais. Ben, je reviens encore à l'auto-stigmatisation, hein, qui Oui. fait que les proches vont entendre des fois l'intenable là, avant d'aller chercher de l'aide. Là, on le voit fréquemment. Puis je continuerai sur la lancée que Guillaume amenait. Il faut en parler aux intervenants du réseau, mais aussi, moi, je dirais, il faut que les intervenants du réseau développent le réflexe aussi de vérifier si, au-delà de la personne qui a besoin de soins, de services, est-ce que ça affecte des gens de l'entourage? Hein? Puis bon, je vais parler plus au niveau de la santé mentale, mais on sait que jusqu'à il y a peu de 2, 3 ans à peu près, on n'avait surtout pas le réflexe de demander est-ce qu'il y a des jeunes dans ta famille que ta maladie mentale peut affecter? Hein, on oubliait, c'était vraiment grand inconnu. Puis grâce au financement, notamment de l'appui puis du ministère, on a pu développer un projet qui permet d'aller au-devant des jeunes. Mais euh, que ce soit en santé mentale ou autre, il faut que dans le réseau de la santé, on sait que les ressources sont limitées. Donc, il faut penser qu'il y a des ressources dans la communauté auxquelles pourraient s'adresser les proches et de penser à en faire une référence systématique. Là. Les proches qu'on on sent qu'ils sont en difficulté, qui ont besoin d'aide, de soutien. Mm. Donc, en fait, c'est une co-responsabilité partagée à la fois des proches, mais aussi des intervenants, de tous les acteurs euh, autour de la proche aidance, de penser à ce qu'on n'oublie pas les proches dans ce qu'ils vivent, puis du soutien dont ils ont besoin. Mm. René, tu l'as dit tantôt, tu sais, mais par rapport à la santé mentale aussi, il y a un tabou qui entoure ça. Est-ce qu'il y a un tabou autour de la proche aidance, autour de demander de l'aide par rapport à la proche aidance? On dirait que c'est pas un sujet dont on parle ouvertement, fréquemment, autour d'un souper avec des amis. Et pourtant, on devrait pas le faire. Ça enlèverait pas une stigmatisation autour de tout ça? Ouais, René, ben, on le voit que dans les médias, hein, de plus en plus, les vedettes, les artistes, en tout cas, tout le monde parle de son problème de santé mentale. Puis ça, je pense, ça contribue à réduire les tabous, les préjugés, tout ça. ouais. Mais quand ça nous arrive personnellement, c'est encore très fort, la stigmatisation. Puis c'est pour ça qu'il faut, je dirais, il ne faut pas nécessairement mettre de la pression sur les proches pour que eux-mêmes se manifestent, mais c'est pour ça que ça prend la collaboration de tous les intervenants pour amener, puis là, je parle des intervenants dans le réseau de la santé, mais aussi les policiers, hein, de plus en plus dans les régions, ce sont les policiers qui réfèrent les proches vers nos associations, puis des fois même plus que les équipes cliniques en santé mentale. C'est curieux, mais c'est ça. Donc, mais il va falloir aider les proches à amorcer ces démarches-là, qui souvent ne connaissent pas les ressources, mais qui s'empêchent aussi d'aller au-devant de l'aide dont ils ont besoin. Ouais, ouais, ouais. Guillaume, je te voyais opiner de la tête. Écoutez. Ben, je vais nommer le mot culpabilité qu'il faut sortir de là, tu sais, puis chacun a ses réflexes, là, mais c'est sûr qu'il faut sortir de ce paradigme-là. C'est convenu un peu comme parole, là, mais il faut accepter que d'aller chercher de l'aide, ce n'est pas un échec. À un moment donné, chacun a ses limites, là, puis à un moment donné, il faut se préserver, il faut préserver sa santé, ou il faut aller chercher de l'aide, pas pour tu sais, l'aide, il y a plusieurs personnes, c'est convenu, tout le monde dit on veut être chez soi, on veut demeurer chez soi, mourir à domicile, vieillir à domicile, peu importe. Mais si on veut rendre ça le plus possible, longtemps et pour toujours, juste y rendre jusqu'à la fin, si c'est ça qui est souhaité, il faut accepter certaines limites, puis il faut les nommer. Et là, chacun a dealé avec sa charge mentale, avec comment il réagit envers ça, mais ce n'est pas un constat d'échec qu'à un moment donné, la maladie de son proche qui évolue,
Et là, ça commence à être aussi souvent des soins qui sont plus lourds, plus importants et tout. Donc, il faut impliquer plus de monde pour se permettre d'être capable de faire ce qu'on veut faire éventuellement le plus longtemps possible. Mm. Oui, René? Oui, un peu pour répondre à la demande de Claire d'être très concret. On sait que quand les gens ne sont pas à l'aise d'aller chercher de l'aide hein, en personne, bien, de plus en plus, il y a des moyens numériques hein, à la disposition des proches. On peut aller sur, par exemple, les plateformes web des différents organismes. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des vidéos, il y a des balados, il y a plein, plein d'outils. Euh, puis qui peut amener le proche éventuellement à prendre conscience que je pourrais aller plus loin, puis contacter l'association locale, tu sais, pour avoir des services en personne. Donc, il y a même, on a développé un outil qui s'appelle Cap Mieux-être, là, avec encore là un financement gracieusement de l'appui qui permet à la personne de cheminer dans, dans sa réflexion, je dirais, pour s'outiller, puis éventuellement prendre conscience que pour aller plus loin, ben, ça serait bien d'aller sur le terrain pour chercher de l'aide. Oui. Donc, Là, une question qui est rentrée de la part de Marie-Josée, puis je vais y revenir, Marie-Josée, dans quelques secondes, mais avant, ça me permet de poser la question à Dorothée. Marie-Josée parle du fait qu'elle demeure en Estrie, qu'elle se rend à Montréal, donc pour aider quelqu'un. Chez Proche Aidance Québec, si moi, par exemple, la personne que je dois aider habite dans une toute autre région, qui a des enjeux par rapport à la grandeur du Québec, quand même, on ne se mentira pas. Comment est-ce que chez Proche Aidance Québec, vous faites pour aider par rapport à des régions, par rapport à des services, des ressources qui sont disponibles? Ben, dans le fond, c'est vraiment aller sur notre site Internet. On a une carte interactive qui regroupe l'ensemble de nos organismes membres là, qui offrent des soutiens directs aux personnes proches aidantes. Donc là, ça peut être intéressant d'aller explorer cette carte-là. Puis ça peut être un premier pas aussi, comme René nomme, d'aller voir c'est quoi les organismes dans la région, etc. Puis en lien avec votre code postal et le nombre de kilomètres, vous pouvez vérifier soit dans votre ville, aussi pour vous, en tant que personne proche aidante, quel type de service il peut y avoir pour du soutien psychosocial ou des endroits pour vous déposer, des activités en lien avec votre rôle de personne proche aidante. Et si on prend l'exemple de l'Estrie, ben là, c'est quoi les services Donc, euh, pour la personne aidée, là, que Marjorie, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que elle demande s'il y a des services de gardiennage de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à domicile, puisqu'elle se rend à Montréal, mais lorsqu'elle n'est pas nécessairement auprès de la personne dont elle s'occupe, elle aimerait avoir quelqu'un d'autre de confiance qui quand même supervise. Fait qu'elle se demandait donc ce type de service-là, est-ce que c'est de l'ordre du répit? Comment Oui, bien, lors du répit, tout à fait, il y a si je prends juste les organismes membres du regroupement, il y a plusieurs organismes qui offrent des blocs de répit à domicile directement chez les personnes qui ont besoin de soutien pour s'assurer que la personne est en sécurité pendant que la personne proche aidante fait autre chose, soit pour prendre soin d'elle ou aller travailler, donc tout dépendant de ses désirs. Donc, c'est des types de services qui existent aussi en lien avec oui, souvent, c'est des blocs de 3 heures, vous avez tout à fait raison. À domicile, souvent, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Par contre, dans un contexte hors domicile, si on parle d'activité complète, des journées d'activité complète, ouais, là, un centre d'activité de jour, ben là, on parle vraiment d'un 9h15 ou d'un 9h15h30, ça dépend vraiment des endroits, là. Donc, il faut vraiment aller chercher là, renseigner? se renseigner tout à fait. Est-ce que c'est via le CLSC, aller voir c'est quoi le soutien d'aide à domicile qui est disponible dans la région ou avec également là, les différents organismes là, membres du regroupement, la carte interactive, et aussi Guillaume il parlait qu'il y avait un endroit qui regroupait tous les organismes. Donc, c'est ça, je Guillaume, je pense que t'ai vu lever la main, justement. Ouais, Mais vas-y, j'allais Guillaume. juste ajouter parce que c'est moi qui ai réécrit, oui, c'est du répit à domicile, Oui, mais je suis allé peut-être un peu trop vite parce que, puis là, c'est là que j'ai pas juste le réseau de la santé qui a des limites. Nous autres aussi, en tant qu'appui financeur de services, on a certaines, pas certaines, on a des limites certaines financières. Et donc, pour le répit, c'est sûr qu'on cherche à prioriser à donner du répit aux personnes qui vivent avec la personne aidée, qui cohabitent avec elle, parce que c'est souvent, ils sont pris 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par contre, ce dont parle Marie-Josée et qui pourrait peut-être faire l'affaire,
C'est plus, par exemple, il y a des organismes qui offrent des genres de services d'appel amitié ou de petites visites, justement, visite amitié. Ils vont aller passer un 15-20 minutes, aller jaser, voir que tout est correct. On n'a pas, c'est pas un service de répit au sens où on a à relever un proche aidant qui est là à prendre soin, mais on a quelque chose qui nous permet de donner sécurité puis la tête tranquille aussi au proche qui est loin, qui n'est pas là, d'aller voir à la maison Ah ouais. si tout est Tu vois, correct. je pense que Marie-Josée, c'est son cas, justement. Elle habite avec la personne. Donc, fait que là, ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que ça existe, ce type de service-là, Absolument. effectivement, parfois par bloc de 3 heures, mais aussi, on pourrait imaginer que d'autres organismes, d'autres endroits où on pourrait avoir un plus gros bloc, Dorothée. Oui, puis c'est intéressant ce que tu ajoutes, Guillaume. Tu sais, on voit à quel point ça peut être spécifique selon la situation de la personne. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, le bloc de 3 heures, c'est peut-être pas la bonne solution. Peut-être que c'est un appel, une présence plus courte parce que la personne, elle est en capacité d'être chez elle, mais c'est pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Donc, puis ça, c'est le genre de discussion qui peut être abordée avec la personne proche aidante, une intervenante psychosociale, par exemple, dans un organisme communautaire, qui permet de réfléchir à c'est quoi les besoins du moment. Qu'est-ce que j'ai besoin pour mettre mes limites dans mon rôle de personne proche aidante, mais aussi répondre aux besoins de la personne que je soutiens au quotidien. Donc, ça peut être des belles réflexions à faire avec euh, des personnes intervenantes là, qui peuvent vous soutenir aussi. Parce que toute seule, penser à tout ça, ça peut être parfois très Ben oui, complexe. parce Je que vais j'ai le même sentiment aj- qu'il y a tellement de potentiel d'aide puis de ressources, mais des fois, on n'y pense même pas soi-même. Donc, on n'est même pas capable de déterminer nous-mêmes ce qu'on doit demander. Fait que comment faire, par exemple, un intervenant qui nous écoute, là, comment faire lorsqu'il rencontre quelqu'un pour être capable de cibler c'est quoi les particularités, les demandes, comment je peux l'offrir? René, je ne sais pas si tu as une réponse à ça. Oui, bien, si on parle des intervenants de nos organismes, là, que ce soit Oui, dans Proche Aidance Québec ou Cap Santé Mentale, tout à fait. ce sont des gens qui ont développé une expertise auprès des proches qui vivent une situation, comme chez nous, c'est par rapport à la santé mentale. Donc, sont en mesure d'évaluer les besoins puis d'offrir des services personnalisés. Parfois, ça peut être des groupes d'entraide hein, pour partager le vécu, pour sentir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce genre de situation-là. Parfois, c'est d'avoir des formations spécifiques. Donc, c'est ça, c'est une approche très personnalisée. Puis, parfois, c'est le partage de vécu avec quelqu'un d'autre. Bon, euh, et chaque association développe des services en fonction de ses ressources, de ses réalités régionales. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Mais donc, il y a des gens qui sont formés, spécialisés là-dedans. Faut Oui, trouver cette personne-là. Guillaume, je te vois réagir, hein. Ben, c'est pour ça, nous autres, effectivement, que notre service Info Aidant, c'est des personnes, des professionnels Ça, formés en relation d'aide, tu sais, des travailleurs sociaux, il y a des gens qui ont du background euh, en travail en éducation spécialisée, pardon, sexologie, name it, là, tu sais, il y en a une panoplie, fait que c'est ensemble, en équipe aussi, où ils font de l'amélioration continue, de l'amélioration de pratique, ils ont une communauté de pratique, ils échangent. Même au sein des organisations, il y a des bénévoles ou des pères aidants familles qu'on voit de plus en plus qui sont formés à ça, là, d'aller, ils comprennent la réalité parce qu'ils en ont vu, ils ont été des fois proches aidants eux-mêmes, et donc ils sont formés à cerner le besoin, à amener la personne à pouvoir le nommer. Donc, ça fait partie du métier. oui. Mais nommer le besoin, j'ai l'impression que déjà là, si on est capable d'arriver à ce stade-là, on a déjà comme une petite longueur, tu sais, un petit bout du chemin qui est fait, tu sais. Exact. Tu sais, on le voit, nous, dans notre répertoire ou dans les analyses qu'on fait, tu sais, les gens, quand ils cherchent des trucs, ils ne cherchent pas des services. Ils Mm. nomment des symptômes ou des états. Je suis fatigué. Ouais. Je veux dormir. J'ai besoin de comprendre. Donc, c'est ça, les modes d'expression ou de recherche. Mais c'est ça, après ça, quelqu'un, parce que Marie-Josée, elle poursuit sur les questions, elle dit, tu sais, comment faire appel à des services lorsque la personne aidée est fermée à socialiser, elle ne semble même pas se rendre compte qu'elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle se fâche quand on aborde la maladie. Comment, tu sais, comment avoir, puis tu sais, on l'a nommé dès le début même, là, tu sais, comment est-ce qu'on est capable d'intervenir avec quelqu'un qui n'a pas le goût d'intervention nécessairement, Dorothée? Oui, ben, si je peux me permettre, ça, c'est Oui, dans les organismes communautaires, là,
qui ont une expertise en proche aidance, ils sont autant conscients et sensibilisés aux conséquences, aux impacts quand on est une personne proche aidante sur notre santé physique, mentale, psychologique, etc. Donc, il y a une sensibilisation, puis il y a vraiment un espace aussi de non-jugement, d'accueil où la personne proche aidante peut vraiment se déposer, nommer ce qu'elle veut nommer, puis ensuite, ben, la personne intervenante va poser les bonnes questions pour aligner c'est quoi les besoins, puis qu'est-ce qu'on pourrait essayer de différent, par exemple, mais plus pour ce que Marie-Josée mentionnait, il y a des organismes qui ont des outils pratiques pour intervenir auprès des personnes avec des troubles neurocognitifs. Si je prends cet exemple-là concret. Donc, comment intervenir avec quelqu'un qui est en début de maladie, avec, par exemple, un trouble neurocognitif léger, mais qui est en déni là, de la maladie, qui refuse le soutien. Donc, comment rentrer des services doucement dans la maison, comment présenter ça à la personne. Donc, ça, c'est, Guillaume le nommait, là, des éducateurs, éducatrices spécialisés. Là, ça peut être vraiment des personnes qui travaillent là, dans les organismes qui ont des trucs et astuces comme ça à proposer. Par exemple, un soutien plus comportemental en lien avec la situation de la personne à aider. Mais ça reste que c'est les limites de la personne à aider, puis ensuite, il y a les limites de la personne proche aidante. Vous, en tant que personne proche aidante, vous avez besoin de répit, vous avez besoin de savoir que votre personne aidée, elle est en sécurité. Donc, c'est trouver une harmonie entre les deux besoins des deux côtés, parce que c'est pas parce que vous êtes une diade que vous voulez les mêmes choses. Là. Puis ça peut être des belles choses à démêler avec des intervenants-intervenantes là, du communautaire ou du réseau qui sont Oui, outillés pour ça. Oui. oui. René, je te vois dire oui aussi de la tête Oui, depuis tantôt. Tu veux rajouter? oui. Puis notamment en santé mentale, euh, une des interventions que nos intervenants font, c'est essayer de déresponsabiliser le proche aidant dans son rôle. Tu sais, de ne pas assumer toutes les décisions, puis toutes les attentes, je dirais, de la personne que le proche accompagne, là. Donc, apprendre à s'écouter, prendre soin aussi de soi et ne pas prendre sur ses épaules toutes les décisions, tous les comportements, je dirais, que la personne peut avoir. Euh, donc, ça fait partie là, d'une des majeures, je dirais, des interventions qu'on fait. Prendre soin de soi quand on aide quelqu'un d'autre, c'est un élément que vous avez souvent ramené depuis les 43 dernières minutes. Puis j'en profite juste pour dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein, il nous reste une quinzaine de minutes, fait que c'est le temps d'y aller, on va être prêt à les poser. Mais donc, prendre soin de soi, tu sais, vous l'avez parlé depuis le début, souvent on va aller chercher de l'aide pour la personne qu'on aide et non pas pour soi. Comment est-ce qu'on peut sensibiliser les gens? Comment est-ce qu'on peut leur dire que des ressources, ça existe, puis qu'ils ont le droit eux-mêmes d'être appuyés à travers tout ça. Tu sais, Guillaume, je ne sais pas si tu as un message que tu es capable de passer ou d'expliquer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressources, qu'est-ce qui existe, tu sais. Ben, tu sais, l'analogie qu'on donne toujours, ouais, il y en a qui l'ont déjà sûrement entendu, c'est l'analogie du masque à oxygène dans l'avion. Tu sais, c'est-à-dire, la directive, c'est de se le mettre à soi en premier et après à ses enfants ou aux autres qu'on prend soin. C'est exactement la même. Une fois ce dit, dans la réalité terrain, tu sais, je l'entends depuis des années. C'est bien Ouais. beau de dire de prendre soin de moi, mais j'en ai pas d'aide assez suffisamment chez nous à domicile pour m'aider. Fait que si je prends des repos, je veux bien là, prendre du répit puis prendre soin de moi, mais je ne peux pas le laisser tout seul où je me sens. C'est ça la réalité. En même temps, une fois puis c'est vrai, là, c'est pour ça Ouais, qu'il ouais, faut ouais. le valider aussi, ce sentiment-là, il est réel. Et donc, je pense que tous mes collègues vont être conscients que l'offre de services à domicile ou l'offre de services en soutien psychosocial ou en santé mentale, on a encore du chemin à faire au Québec pour aider ça, parce que ça vient au top de la pyramide là, dans les besoins, avant même de pouvoir penser un peu mieux à soi. Cela étant dit, je reviens sur soi. C'est ce qui va nous permettre de tenir, à un moment donné, aussi la route et de tenir sa santé, mais sa propre santé mentale aussi. Il faut avoir du temps pour faire le point. Puis je le répète vraiment, je tiens à le dire, c'est le message aussi à l'entourage.
Je parlais de bienveillance tantôt. Il y a souvent effectivement un proche aidant qui prend lui-même, parce que des fois, c'est le proche aidant principal qui se l'approprie en toute conscience, volonté et désir. Il y en a d'autres qui se le font donner de par les relations familiales qu'il y a, ou tout ça, ou implicitement, c'est avec eux que ça arrive. Il faut pouvoir en parler au sein de son réseau puis de sa famille aussi, que d'autres personnes puissent s'impliquer. Il Oui. ne faut pas Ah, avoir c'est peur sûr de que nommer ça. pendant qu'on parle, Guillaume, il y a quelqu'un qui nous écrit, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Je le comprends, mais il y en a des ressources quand Écoutez, même. En fait, puis je vous dirai pas, je vous mentirai pas, là, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des ressources puis du répit accru demain matin, mais faites-vous connaître du réseau de la santé ou des organismes, même s'il y a des listes d'attente, pour mieux le faire tôt puis y avoir accès éventuellement le plus rapidement possible. Mais, puis je tiens à le dire, là, tout le réseau dont on parle, le réseau d'organismes communautaires ou d'économie sociale, il y a encore des préjugés aussi. Ce pas des services pour les pauvres uniquement et tout ça. C'est un réseau qui est communautaire pour tout le monde. Et si vous êtes en moyen, ben, tant mieux. vous avez quand même accès. Puis si vous êtes en grand, grand, grand moyen, il y a du privé aussi que vous pouvez vous permettre d'aller chercher qui vont venir vous aider. Oui, oui, oui. Dorothée, je te vois faire Oui. signe de oui de la tête. J'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Ben oui, tout à fait, mais c'est super intéressant ce que Guillaume partage. Tu sais. C'est au niveau du réseau communautaire. Tu sais, il y a une grande expertise là, en proche aidance là, qu'il y a beaucoup de travail là, pour faire reconnaître cette expertise-là. C'est ce qu'on fait à Proche Aidance Québec, entre autres. Je fais aussi du lien avec au niveau de l'entourage puis des institutions. Donc, tu sais, je pense que l'auto-reconnaissance de se dire, OK, je suis une personne qui soutient quelqu'un. Peut-être que je ne me mets pas le chapeau de personne proche aidante, mais je soutiens quelqu'un au quotidien. Puis je reconnais ce rôle-là, puis les impacts, les charges que ça a sur moi. Bien, individuellement, cette reconnaissance-là pourrait nous porter davantage à faire attention à soi, parce qu'on sait qu'on prend soin de quelqu'un. Donc, c'est sûr que l'auto-reconnaissance peut être intéressante pour aller, aller mettre davantage l'accent sur soi-même en tant que personne proche aidante et pas toujours la personne aidée. Puis concernant l'épuisement, puis la prévention de l'épuisement, tu sais, je pense que ça passe par soi, mais aussi par l'entourage, puis les institutions qui nous reconnaissent en tant que personne qui soutient quelqu'un au quotidien. Donc, Ouais, c'est ouais. là que le filet de sécurité va aussi s'installer. Donc, que toutes les parties adoptent des comportements bien traitants envers la personne proche aidante. Tu sais, Ouais. l'inclure, lui proposer des moments, etc. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais non, c'est parfait. C'est intéressant. C'est que tout est tellement intéressant. Puis là, je vois le temps qui défile. Fait que là, on dirait Je comprends, moi que je aussi. deviens comme nerveux. René, je t'écoute. Oui, c'est sûr qu'un intervenant dit à quelqu'un, il faut que tu prennes soin de toi. Bon, ça peut avoir un effet, mais je pense que ça a encore beaucoup plus d'impact quand c'est quelqu'un qui a déjà vécu ça. Tu sais, quand on parle de la paraidance famille, quelqu'un qui est proche, aidant, et qui partage son vécu avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça, c'est probablement l'approche qui a le plus d'effet pour amener une personne à reconnaître qu'elle doit prendre soin d'elle-même. C'est quand c'est dit par quelqu'un qui l'a vécu, qui est passé par là, euh, ça a beaucoup de crédibilité. Puis je pense que pour ça, il faut continuer à développer au Québec cette approche-là de paraidance famille, puis la reconnaissance, de bien soutenir les organismes communautaires pour qu'ils puissent offrir toute l'entraide, hein, entre les personnes qui vivent ça. Oui. Vas-y, Guillaume. Oh, Guillaume, va falloir que tu ouvres ton micro, par contre, si tu veux qu'on t'entende. Ça aide d'habitude. C'était sûr que j'allais le faire au moins une fois. Euh, Ta foi est réglée. J'allais dire qu'il faut accepter, puis là, je ne veux pas pointer du doigt ou responsabiliser ou culpabiliser, au contraire de ce que je disais tantôt. Mais en tant que proche aidant, quand je dis on n'a pas le temps, on doit trouver le temps. Et donc, il faut aussi lâcher prise sur certaines choses. Puis là, je ne veux pas moraliser puis tomber dans un discours, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si on va chercher de l'aide, c'est d'autres personnes qui vont prendre soin. Tout ne sera pas parfait, tout ne sera pas comme nous, on voudrait que ce soit. Il faut aussi pouvoir accepter ça. Puis je ne dis pas que c'est facile parce qu'on prend soin puis on le connaît, mais
il y a aussi cette résistance-là à penser qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent le faire. Puis ça, là, c'est là que je vais arrêter dans mon commentaire parce que je ne suis pas formé en travail social et ci et ça. Donc, il y a des ressources, soit Info Aidant ou dans les associations, les regroupements d'aidants, dans les sociétés Alzheimer. Ces gens-là sont habitués d'avoir à traiter ça, de parler de toutes ces choses-là avec les familles, les proches, les fratries, l'entourage. Prenez ce genre d'initiative-là, de dire, OK, je vais aller en parler, je vais aller chercher des trucs. Prenez contact. Oui, parce que j'ai l'impression que Annie, elle nous a écrit sur le chat, justement, elle cherche des ressources qui peuvent aider la fratrie à communiquer puis à échanger sur leur perception parce que si les frères et sœurs habitent pas dans la même région, qui ont des valeurs, des perceptions différentes, qui sont pas nécessairement en lien avec la personne, que les enjeux neurocognitifs, par exemple, mais si on n'arrive pas à communiquer entre nous, il peut même pas avoir de bienveillance parce qu'on perçoit pas la même réalité nécessairement. Puis c'est là que c'est complexe. Tu sais, les troubles de en fait, la Ouais, santé c'est mentale, ça. tout est complexe, mais les troubles de neurocognitifs, Alzheimer ou autres, là, tu sais, il faut se le dire, c'est pas nécessairement non plus, c'est pas toujours les meilleurs côtés qui ressortent aussi quand les personnes commencent à être atteintes. Il y a des dynamiques familiales qui existent avant ça. Et donc, un des conseils à donner, par ailleurs, à toutes les familles et tout ça, c'est pas le fun à discuter de ça en amont non plus, mais ce genre de discussion-là sur les souhaits de la personne vieillissante, qu'est-ce qu'elle veut et tout ça, c'est pas des discussions sexy à Pâques ou à Noël, mais de ne pas avoir peur aussi d'en parler pendant que les gens sont en moyen. La même chose quand c'est un couple, qu'on a des enfants, qu'est-ce qui arrive, d'organiser nos affaires à l'avance pour éviter d'être pris dans des chicanes aussi et des trop grandes contraintes. Ah oui. Puis tu vois, Annie, elle précise que c'est pas un trouble neurocognitif. Fait qu'on imagine, René, que c'est peut-être un enjeu de santé mentale. Imaginons. Est-ce que c'est le même processus, le même type de ressources, d'organismes qu'on peut aller chercher pour justement qu'on soit capable de communiquer entre nous pour avoir les mêmes perceptions, pour avoir, ben en tout cas, pour essayer de partager les mêmes perceptions, le même système de valeurs. Comment on fait pour faire ça en santé mentale, par exemple? Ben, une des approches, c'est d'avoir une approche familiale, hein, pour amener des discussions, tout le monde, incluant la personne qui a un trouble de santé mentale. Tu sais, c'est d'ouvrir le dialogue pour qu'ensemble, ben, on identifie, bon, quel rôle je peux jouer, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes attentes. C'est le dialogue. Et là-dessus, ben, c'est comme il y en a qui disaient, genre, il y a des intervenants qui ont la formation, qui ont l'expertise pour intervenir de ce côté-là, pour apporter le soutien nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Dorothée, Oui, qu'est-ce ben, que tu dirais? je fais du pouce là, avec Écoute, Guillaume puis René. C'est ça, il y a, tu sais, dans le soutien psychosocial, ça peut être du soutien psychosocial individuel, mais il y a aussi tu sais, des rencontres familiales qui peuvent être faites avec la fratrie. Pas nécessairement pour se dire on pense toutes de la même façon, puis c'est ça, mais parce que c'est pas possible. C'est l'historique de relation fait que moi, je ne vais pas interagir de la même façon avec la personne que je soutiens, surtout si je suis à distance, si je suis plus loin, je n'offre pas les mêmes tâches, mais comme René dit, c'est comment s'arrimer pour trouver une harmonie dans le soutien qui est offert à la personne tout en respectant les limites respectives de ouais, tout le monde, là. ouais. Puis Dorothée, j'aimerais t'entendre en terminant sur ce point-là, c'est le dernier point qu'on va aborder. Fait que si vous avez quelque chose à dire, je vous propose de le C'est dire là. du point. Exact. Mais il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire il y a un organisme à Québec super bien. Les répits, c'est 18 de l'heure, c'est précieux. Nous, on n'a pas de famille proche, mais le fardeau fiscal, ça nous empêche parfois d'utiliser ces services-là selon nos besoins. Fait que le dernier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est l'interconnexion des organismes puis des différentes ressources. Tu sais. Puis on a parlé rapidement tantôt, mais si par exemple, il me faut des trucs puis des outils du côté fiscal, du côté répit, du côté comment est-ce que je peux aller, par exemple, chez Proche Aidance Québec, puis arriver à avoir cette interconnexion. Oui, ben, tout à fait. Il y a même parfois, très souvent, un organisme qui offre tous les services que tu viens de nommer. Pourquoi? Parce que les personnes intervenantes, ils sont formés à différentes choses. Ils ont des formations plus théoriques pour c'est quoi les mesures, les prestations pour les personnes proches aidantes. Nous, à Proche Aidance Québec, on offre des formations pour nos organismes membres sur divers sujets pour qu'eux puissent ensuite outiller les personnes proches aidantes sur de diverses manières. Donc, c'est vraiment aller voir qu'est-ce que les organismes offrent au sein de votre région. Puis je pourrais mettre dans le chat
peut-être qu'on pourrait tout faire la même chose, là, mais mettre le lien de notre carte interactive ou quelque chose là, qui amène Guillaume vers tantôt a mis, Guillaume tantôt a mis donc les ressources je vais le faire gratuites. aussi. Oui, effectivement, c'est une bonne Mettre la idée. carte interactive. Donc, c'est ça. C'est après, peut-être que l'organisme ne va pas avoir la réponse à votre question, mais l'organisme va essayer de la trouver. Oui. Donc, c'est aller le demander. C'est vraiment ça, comme ça revient souvent, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Il y a des ressources qui sont là à la disposition. Oui, elles sont méconnues. C'est pour ça, je pense que nos 3 organismes travaillent Mais dans oui. leur mission. C'est le but, c'est d'aller les faire rayonner, de les mettre de l'avant pour que les personnes proches aidantes puissent les trouver plus facilement. Regarde, tu vois, justement, le Réseau pour un Québec Famille dit que tous les liens qui vont être déposés dans le chat ici vont être envoyés après le webinaire également. Fait que si vous voulez juste écouter puis pas vous occuper des liens, on va les envoyer tantôt. René, donc, mot de la fin par rapport à l'interconnexion ou encore à ce sujet quand même très complexe de la proche aidance. Ah, ben, le mot complexe est important là-dedans. Puis, ce qui fait qu'il n'y a pas un organisme qui a l'ensemble des solutions. Puis, c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, en collaboration, pour avoir une approche, je dirais, une approche plus intégrée aux besoins des gens. Comme je disais tantôt, en santé mentale, il peut y avoir, par exemple, un problème de dépendance associé. Ben, on n'a pas l'expertise dépendance, mais on s'associe à des organismes qui l'ont pour avoir une réponse. Il y a des gens qui viennent de communautés ethnoculturelles qui ont des besoins particuliers. Il faut y répondre. Les gens LGBTQ, etc., les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc, euh, c'est un monde qui est complexe. Hein? Euh, Par exemple, que ce soit la santé mentale ou autre, on sait qu'en santé mentale, une personne sur 5 a un trouble de santé mentale actuellement. Donc, tout le monde, de près ou de loin, est un proche et éventuellement un proche aidant, hein, de quelqu'un qui a des besoins. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler main dans la main, tous les organismes communautaires, avec le réseau de la santé, avec les policiers, avec le monde de la justice, les communautés culturelles, etc. Donc, c'est le mot que je dirais. Apprenons à travailler le plus possible ensemble, de façon intégrée. Ça donne les meilleurs résultats pour les proches. Ouais, puis des fois, moi, je travaille à la radio tous les jours, puis on a fait des lignes ouvertes, donc sur les proches aidants, la proche aidance de manière générale. Puis souvent, les gens nous disent que c'est un peu les 12 travaux d'Astérix, là, tu sais. Donc, on part avec un formulaire, puis là, finalement, c'est l'autre formulaire qu'il fallait avoir, puis c'est à un autre lieu qu'il faut le voir. Mais tu sais, j'ai l'impression que si on prend sur nous, puis qu'on va chercher les ressources, l'appui via un organisme, via une ressource, ça pourrait nous aider à pas avoir cette maison des fous à gérer 54 000 formulaires tout seul, puis à se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de le faire. Tu sais, je sais pas, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. Tu sais, je me rappelle, Guylaine Gay était venue à notre émission avec Marina parler à notre balado, tu sais, puis elle disait ce qui épuise, c'est vraiment l'administratif. Tu sais, c'est vraiment C'est les ça. formulaires, les ci, les ça. Puis c'est pas pour rien, nous, on vient de développer justement, s'il y en a dans les participants, un site spécifique dédié au passage à 18 ans pour les parents de personnes, de jeunes handicapés en situation de multi-handicap ou à besoins particuliers, parce que bon, il y a du travail qui est fait là, actuellement par Service Québec, par l'Office des personnes handicapées. Ils sont conscients là, des non-sens de plusieurs affaires. On n'est pas arrivé encore. Fait que ça, il y a du chemin à faire. Tu sais, je voulais dire un mot en finissant. Tu sais, oui, la situation est complexe, puis peut l'être beaucoup parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a plusieurs proches aidants qui sont un peu dans ce qu'on appelle la génération sandwich, tu sais, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, puis ils ont des parents vieillissants qui vivent de plus en plus vieux. Et donc, tu sais, il y a toutes sortes de services que nous et d'autres organisations comme Proche Aidance Québec, comme Cap Santé Mentale, on développe des outils aussi technologiques, numériques, des formations asynchrones, des services. Puis c'est pas parce qu'on veut pas donner de l'humain. Il y en a là, des services humains partout dans les organisations dont on parle, mais on est conscient que c'est pas tout le monde là, qui peut se déplacer dans un organisme communautaire un mardi après-midi à 4 heures ou tu sais, avant. Fait que c'est important d'avoir des outils variés comme ça. Puis puisque je parle des proches aidants en emploi, tout un chacun a le droit effectivement à sa confidentialité puis de garder sa situation familiale et tout ça pour soi, mais d'en parler au travail, d'en parler à son employeur de sa situation, ça ne peut pas faire de mal en principe. Ça peut pas nuire. Dépend de son employeur, là, je ne mettrai pas tout le monde dans le même lot, mais en principe, la conciliation travail-famille doit s'adapter aussi à la prochaine aidance. On n'aura pas le choix parce que
on est tous touchés par ça. Absolument. Et Dorothée, donc, mot de la fin? Oui, ben, mot de la fin pour faire du rebond sur Guillaume. Donc, c'est ça, la conciliation travail-proche aidance. Nous, à Proche Aidance Québec, on porte une mesure là, sur le sujet. Je vais me permettre de partager le lien du site Web. Il y a des astuces, comme Guillaume le mentionne, pour parler à son employeur, aborder le sujet. Il y a aussi toute la liste des différentes prestations financières possibles, là. Donc, Oui. n'hésitez pas à consulter ça. Génial. Fait qu'à partir de maintenant, donc le webinaire est terminé. Fait que si vous avez effectivement des liens à partager, René, Dorothée, Guillaume, allez-y. Ces liens-là, donc, vous seront envoyés si vous avez participé au webinaire en même temps que celui-ci. Vous allez avoir toutes les ressources. Mais je pense que le plus important de tout ça, c'est peut-être de réaliser que ça existe, les ressources, les organismes, les gens qui veulent nous aider, puis qu'à partir du moment où on est capable de se dire qu'on a besoin d'aide, en théorie, on va en trouver. Fait que, merci infiniment pour le travail que vous faites. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir aiguillé les gens. Je vous remercie, puis je vous dis de ne pas lâcher. Dans cette situation complexe, on va finir par y arriver. Merci Valérie, merci tout le monde. Merci. Tout le Merci monde, énormément. Merci à tout le monde qui a participé. C'est très apprécié. Bye bye. merci beaucoup.